Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience en tant que patiente dans le milieu de la psychiatrie. Alors juste une petite précision, j'ai monté le podcast 5 jours après l'avoir enregistré et donc au fil de ces 5 jours de creux, beaucoup d'idées me sont venues. À plusieurs reprises, j'ai réenregistré des éléments que j'avais envie de mentionner ou des choses supplémentaires que j'avais à dire. Et donc, désolée si par moments c'est un peu désorganisé, c'est parce que j'ai dû ensuite rajouter mes ajouts à certains moments de l'épisode, ce qui fait peut-être des redites ou des choses qui arrivent un peu à côté du propos général. Globalement, je trouve que mon argumentaire n'est pas toujours très solide dans le sens où j'ai pas assez écrit ou développé les arguments, ni cité assez de choses, etc. Mais c'est quand même un épisode qui me tient à cœur et je me dis qu'il est quand même intéressant de le partager, ne serait-ce que pour débuter une réflexion sur la psychiatrie. Et peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose de plus sourcé et de plus solide en m'appuyant sur beaucoup plus de sources, en développant beaucoup plus les arguments et en organisant un peu plus mon propos, vu que le fait d'ajouter et d'ajouter pendant 5 jours, ça a un peu désorganisé l'épisode. Mais bon, je précise, mais ça se trouve, ça se verra pas tant que ça à l'écoute. Voilà. Honnêtement, je pense que les violences que j'ai pu vivre dans cette sphère sont très légères par rapport à beaucoup d'autres personnes. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont révélatrices de tout un fonctionnement, de toute une façon de penser, d'agir et de considérer les patients. Plus généralement, ce fonctionnement se retrouve chez les médecins, pas seulement en psychiatrie. J'ai moi-même subi des violences sexuelles de la part d'un médecin hors de la sphère psychiatrique. Donc je vois très bien le pouvoir que ces personnes ont, l'entourage aussi qu'elles ont. Ouais, la puissance et l'impunité qui règnent. Il suffit de repenser à l'affaire Le Squarneck, donc ce chirurgien qui a agressé et violé des centaines d'enfants. Et il y avait de gros manquements et une complicité du côté de l'ordre des médecins, parce qu'en fait, la notion de confraternité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le droit de se critiquer ou de se dénoncer entre médecins, et aussi l'ordre des médecins, tout simplement, ne protège pas du tout les patients et n'encadre même pas les pratiques, finalement, en tout cas pas réellement et pas concrètement. Et finalement, ces éléments-là, donc que ce soit la notion de confraternité, que ce soit l'ordre des médecins, permettent juste d'offrir une impunité totale aux médecins, quelles que soient les violences qu'ils peuvent commettre. Et donc vraiment le milieu médical, et en particulier les médecins, parce qu'il y a vraiment tout un truc, il y a vraiment une séparation entre les médecins, les sacro-saints médecins, et le reste du corps médical, par exemple les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmières, les infirmiers, qui n'ont pas ce statut-là, mais il y a vraiment une déification des médecins qui permet justement d'asseoir un pouvoir absolu sur les patients qui n'ont pas leur mot à dire, et il y a tout un ensemble d'éléments qui les protègent, mais ne protègent jamais les patients. Bref, j'en reviens à ce que je disais, donc plus généralement, ce fonctionnement se retrouve chez les médecins et pas seulement en psychiatrie. Mais la psychiatrie a des caractéristiques particulières, à commencer par la possibilité d'enfermer ou de soigner de force des individus, et je mets le terme « soigner » entre guillemets. Les problèmes éthiques que ça soulève sont beaucoup plus complexes, et je me suis renseignée sur les courants antipsychiatriques, j'ai écouté des témoignages, j'ai entendu les arguments. Je pense que pour ces personnes, je ne serais sans doute pas assez radicale, mais les avis sur la question dépendent aussi de nos expériences personnelles et de nos privilèges. Or, j'ai quelques privilèges. Je suis blanche, je suis cisgenre, je m'exprime facilement et j'ai fait des études. Je n'ai donc pas eu à subir, par exemple, le racisme ou la transphobie. Et on sait typiquement que la question de la transidentité est un sujet très problématique dans le milieu de la psychiatrie. Et si je parle de mes études, c'est parce que je vois bien que ça a une influence sur le regard que les professionnels portent sur moi, que ça me valorise à leurs yeux. Donc il y a aussi une question de classe sociale ou de niveau culturel.
parce que j'ai pas forcément d'argent, mais j'ai un capital culturel et scolaire, si on peut dire ça comme ça, qui me donne un peu plus de pouvoir que des personnes qui n'auraient pas ça, justement. Quant aux capacités d'expression, c'est tout simplement essentiel. Je pense même que ça influence les diagnostics posés par les psychiatres, ce qui est un problème. Mais savoir quoi dire, comment se présenter, comment décrire les symptômes, en fait, en toute honnêteté, je suis presque convaincue que si je n'avais pas cette capacité d'expression, j'aurais été diagnostiquée psychotique. En tout cas, c'est fort probable. Parce qu'en fait, c'est aussi les facilités que j'ai à m'exprimer qui permettent aux médecins de se dire que j'ai l'air ancrée dans la réalité. Un qualificatif qu'on a beaucoup posé sur moi, c'est cohérente. On m'a beaucoup dit ça, y compris dans le cadre de ma plainte, que j'étais cohérente. Et en fait, je trouve ça triste et injuste. Pas pour moi, du coup, parce que ça m'arrange, mais je trouve ça injuste parce que si je suis cohérente, typiquement dans le cadre de la plainte, c'est pas parce que je mens moins que quelqu'un qui serait moins cohérent que moi. C'est juste que j'ai des facilités à formuler les choses et à les expliquer justement de façon cohérente. Mais je trouve ça horrible de se dire que la réception de ta parole et la valeur qu'on va lui donner dépend de ses capacités d'expression qui, bien souvent, voire quasi systématiquement, sont liées à la classe sociale, à des facteurs socio-culturels. Et donc, c'est toujours les mêmes personnes qui ne sont pas écoutées. Donc oui, je pense à toutes les personnes qui n'ont pas le vocabulaire ou la possibilité de s'exprimer aussi clairement, et je considère que c'est un privilège. Privilège d'être mieux entendue et mieux comprise, et même de susciter l'empathie en fait. Tout ça, c'est pour préciser d'où je parle. Il y a d'autres privilèges que je n'ai pas, ou que je n'avais pas à l'époque. Par exemple, à l'époque, je n'avais pas du tout d'argent, et donc pas de possibilité de choisir le professionnel, pas de possibilité de choisir une clinique pour être hospitalisée. Je suis une femme, je suis jeune, je souffre de troubles psychiques et évidemment, je ne suis pas médecin. Il me manque donc ce privilège aussi pour faire face aux médecins. De mes 18 à 26 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux psychiatres, de nombreux psychologues aussi, mais les problématiques n'étaient pas les mêmes. Du côté des psychologues, il y avait le problème du lien thérapeutique rendu difficile à cause de mes traumas. Donc la responsabilité revenait aux deux parties, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui appartenait plus aux psychologues, c'était un manque de connaissances et de formation sur le psychotrauma en général. Et une difficulté à trouver la juste distance avec moi, c'est-à-dire ni trop proche ni trop loin. Parce que certes, j'ai toujours été difficile au niveau relationnel, malgré moi, j'aimerais bien que ce soit autrement. Mais franchement, il y avait un manque de ressources et de capacités chez les psys à gérer ça, quoi. Ils auraient dû faire un peu mieux ou alors un peu moins mal. Avec les psychiatres, les problèmes rencontrés, c'était autre chose et je commencerai par ce qui est à l'origine de tout ce que je dénoncerai par la suite. Leur sentiment de toute puissance et la façon de traiter les patients comme des objets incapables d'analyser, de comprendre, de penser par eux-mêmes et de se penser eux-mêmes. Voilà ce que je retiens de mon expérience avec la psychiatrie. Des individus qui ne savent rien de moi, mais pensent tout savoir mieux que moi-même me concernant, qui s'agacent lorsque je m'informe seule de ce que je vis, qui refusent de ne pas connaître quelque chose, qui refusent d'avoir tort ou d'être contredit. Vous êtes une petite chose cassée dont la vie et le ressenti ne comptent pas, ou alors seulement pour être déformé et psychiatrisé. On vous donne des traitements sans vous expliquer de quoi il s'agit, et vous n'avez pas votre mot à dire. Vous n'avez même pas à savoir ce que vous ingérez ni pourquoi vous devez le faire. Vous attendez plus d'1 heure dans la salle d'attente, et tant pis si vous êtes en retard pour l'école ou le travail. Quand vous entrez dans la pièce, il y a un stagiaire inconnu dans le bureau. Le médecin ne vous prévient pas, ne le présente pas et ne demande évidemment pas si vous êtes d'accord pour qu'il soit là. Vous devez parler face à l'inconnu et vous n'avez encore une fois pas votre mot à dire. Les médecins posent des termes sur ce que vous vivez, mais vous n'avez certainement pas le droit de le faire. Voilà ce que je retiens. Je suis un objet, mon histoire ne m'appartient pas, ma souffrance non plus. Si je calcule, j'ai eu 5 psychiatres différents sur le long terme. Après, j'en ai vu une dizaine d'autres, mais seulement 1 ou 2 fois, la plupart aux urgences ou à l'hôpital psychiatrique.
Le premier des 5 mangeait son sandwich devant moi, me regardait de haut, ne disait rien, se contentait de répéter « substitut de la mère » quand j'expliquais quelque chose, mais sans prendre la peine de m'expliquer quoi que ce soit. J'avais le sentiment d'être insignifiante, incomprise et que ma souffrance était minimisée. La deuxième m'était profondément antipathique. Je ne pouvais pas la supporter. Tout ce qu'elle disait était à côté de la plaque. Ça dégoulinait de vieilles théories psychanalytiques à 2 balles, comme le premier d'ailleurs. La troisième était un peu mieux, mais il y avait des problèmes quand même. Elle était assez douce, mais elle ne m'apportait rien. Et surtout, elle me demandait de la conseiller quand elle avait d'autres patientes, notamment mineures, victimes de violences sexuelles en détresse. Elle me demandait ce que je pensais de la situation et ce que je lui conseillais de faire. Alors oui, dans ce cas, elle n'était pas condescendante du coup, vu qu'elle s'appuyait même sur moi. Mais ce n'était pas ma place et j'étais moi-même traumatisée, même si j'avais accumulé beaucoup de connaissances, donc ça me fragilisait. Surtout, c'est avec elle qu'il y avait souvent des stagiaires sans que je sois prévenue et sans qu'elle me demande mon accord. Et une fois, devant une stagiaire en plus, elle m'a dit « Vous vous rendez compte à quel point c'est égoïste de dire à vos proches que vous voulez mourir ?» J'ai eu honte, j'ai eu mal, je suis sortie encore plus en crise alors que je l'étais déjà et elle ne m'a pas aidée. La quatrième ne servait à rien non plus. En fait, vraiment, de mes 18 à 25 ans, j'ai rencontré donc vraiment une quinzaine de psychiatres et pas un seul ne m'a apporté quoi que ce soit. À part des ordonnances, mais honnêtement, j'aurais pu aller voir un médecin généraliste pour ça. Typiquement, les psychologues m'ont apporté des choses. Même quand ça n'allait pas vraiment, même quand ça se passait pas très bien, même si ça a mal fini, ça m'a toujours apporté quelque chose. Mais les psychiatres, mais rien, ça m'a jamais rien apporté quoi. La quatrième ne servait à rien non plus, mais c'était la quatrième. J'avais pris l'habitude, donc je lui parlais très peu de moi. Je gardais tout un mur entre elle et moi. Et en vérité, elle ne me connaissait pas vraiment. Elle me faisait mes arrêts maladie et renouvelait mon ordonnance. Voilà, sa seule utilité. Mais ce que je trouve inacceptable, c'est surtout la façon dont ça s'est terminé. Je déménageais, elle devait donc rédiger une lettre pour un futur CMP. Il faut savoir que je ne lui faisais pas confiance et que j'étais pas du tout attachée à elle, donc ça m'était vraiment égal de clôturer ce suivi, si on peut appeler ça un suivi, parce que pour le peu qu'elle était présente, bref. Donc je déménageais, elle devait rédiger une lettre pour un futur CMP, elle l'a faite et je l'ai lue. La lettre était remplie de fausses informations, mais vraiment fausses, sur mon historique, sur ma famille, etc. Pas seulement sur mes symptômes, ce qui était le cas aussi, ou en tout cas c'était vraiment caricatural quoi, mais bon, j'avais encore moins mon mot à dire. La réaction d'une personne très proche de moi en lisant la lettre a été d'éclater de rire et de me dire « On dirait moi quand j'essaie de faire une dissertation sur un livre que j'ai pas lu ». Et c'était vraiment ça quoi. Je lui ai écrit un mail pour lui indiquer les erreurs biographiques, qui étaient quand même importantes vraiment. Et sa réponse a été de me dire que je n'avais de toute façon pas à lire cette lettre, que ça ne me regardait pas et qu'elle ne changerait rien. D'ailleurs, sa lettre terminait en plus en disant que je déménageais de façon très impulsive, sans connaître personne là où j'allais et en jugeant mais totalement ma décision. Évidemment, cette lettre, je l'ai déchirée et j'étais prête à arrêter tout suivi si en contactant un autre CMP, on refusait de me prendre parce que je n'avais pas de lettre de ma psychiatre. Pour ce qui est de la dernière, donc sur les 5, j'y reviendrai à la fin car il s'agit de ma psychiatre actuelle. Concernant les psychiatres que je n'ai vus qu'1 ou 2 fois, il y en a un qui insistait pour rencontrer mes parents alors que j'étais déjà majeure et que je refusais. Mais je l'ai vu qu'1 fois, donc il aurait peut-être arrêté d'insister au fil du temps. Il y en a 2 autres que j'ai vus 1 fois aussi pour intégrer un groupe de parole, ce qui me faisait déjà très peur. Et en fait, j'ai appris lors de cet entretien, et pas du tout avant, que la thérapie de groupe serait filmée puis diffusée dans les salles de cinéma. Et ils ont vraiment forcé pour que j'accepte. Ils m'ont même posé des questions assez jugeantes du genre « C'est quoi le problème ? Vous avez honte de quelque chose peut-être ?» De nouveau, je ne les ai jamais revus et évidemment, je n'ai jamais assisté au groupe de parole, mais je me suis sentie vraiment prise dans un piège, jugée, voire manipulée pour que j'accepte en fait. Ensuite, il y avait les psychiatres aux urgences, souvent très jeunes. C'était très rapide, donc j'ai peu de choses à dire. Je me souviens d'une femme qui m'avait paru assez gentille et d'un homme aussi qui me paraissait gentil. Je me souviens une autre fois, oui, je passais vraiment
Je passais vraiment ma vie aux urgences à l'époque. Qui lui, en fait, typiquement, je faisais des crises tout le temps et à l'époque, j'étais incapable d'avoir le moindre contrôle sur ces crises, alors qu'aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup mieux contrôlées. Une autre fois qui, lui, avait été horrible en me disant pourquoi vous êtes là, vous avez conscience de ce qui va pas chez vous, donc arrêtez. Ok. Mais vraiment, c'est un psychiatre qui m'a dit ça, quoi. Après, j'étais en crise et dissociée, donc je peux pas savoir combien de fois je suis allée aux urgences, ni combien de personnes j'ai vues exactement. C'est extrêmement flou et à l'époque, j'avais vraiment de grosses amnésies, du genre à me retrouver en crise assise dans un couloir du métro sans savoir où j'étais et ce que je faisais là, sans savoir même parfois qui j'étais et comment rentrer chez moi. Donc, à l'hôpital, c'était la 3e psychiatre que j'ai décrite plus haut qui me suivait dans le cadre de mon hospitalisation. C'est là d'ailleurs que je l'avais rencontrée. Et j'en ai vu d'autres, mais franchement, aucun souvenir. Ah, et le dernier que j'ai vu, c'était dans le cadre d'une expertise, même pas pour la justice, mais pour le travail, il y a quelques semaines à peine. Et encore une fois, ça s'est mal passé, aucune considération pour moi, aucune bienveillance ni empathie. Il m'a forcé à raconter mes traumas, certains en détail, alors que ce n'était absolument pas justifié. Et quand je lui ai demandé justement ce que ça lui apportait d'entendre une agression sexuelle que j'avais vécue dans les moindres détails, il m'a répondu que si je n'expliquais pas, il ne pourrait pas faire son rapport. N'importe quoi. Quand je lui ai demandé aussi si je pourrais lire le rapport quand ce serait fini, il a rigolé, mais vraiment il m'a rigolé au nez, comme si j'étais débile, et il m'a répondu non, évidemment, comme si vraiment ma demande était ridicule. Donc j'étais encore une fois dépossédée de tout. Genre en quoi c'est évident que je n'ai pas le droit de savoir ce qu'on dit de moi, en fait. Et puis quand je lui ai dit comment je me sentais au travail et comment j'évaluais ma capacité ou non à travailler, il m'a regardé et m'a dit « En fait, vous supportez pas que quelqu'un d'autre vous évalue que vous-même, c'est ça ?» De façon hyper condescendante. Et je suis sortie hyper en colère, en fait. Concernant mon suivi actuel, eh bien c'est la première fois que ça ne se limite pas à me prescrire des médicaments et la première fois aussi que je me sens considérée comme un être humain égal à un autre être humain et non comme un objet. J'ai conscience de la chance et du privilège que c'est. J'ai dû supporter beaucoup de mauvais psychiatres, mais pour certains, c'est le cas toute la vie avec des violences bien plus graves. Au début du suivi, ça devait faire 2 ou 3 séances qu'on se voyait, la psychiatre n'a pas réagi de façon adaptée à quelque chose. En sortant, j'ai écrit un message pour le lui dire et je lui ai même partagé un contenu pour lui donner des pistes. Je me suis dit évidemment qu'elle allait très mal le prendre et me rabaisser, voire me rejeter définitivement. Et en fait, non, pas du tout. Au contraire, elle m'a appelée, elle m'a demandé pardon, a reconnu qu'elle n'avait pas géré et m'a même dit que je n'avais pas à prendre la peine de lui partager des informations et que c'était son travail à elle et qu'elle le ferait. J'étais choquée. Un médecin qui acceptait une critique et même qui s'excusait. Toutes les fois où il a pu avoir des maladresses, ce qui n'était pas si fréquent non plus, elle s'est toujours excusée. Elle m'a toujours écoutée, elle prend en compte ce que je dis, elle ne pense pas que son avis à elle vaut plus que le mien. C'est un travail d'équipe en fait. J'avais déjà vécu ça avec 2 ou 3 psychologues, mais jamais avec des psychiatres. Au départ, je faisais comme avec les autres psychiatres. Je ne parlais pas de ma vie. Au mieux, je décrivais quelques symptômes, comme on me l'avait toujours demandé. Mais c'est elle, en fait, qui m'a proposé de parler de ce que j'avais vécu, de ma famille, de ma vie. J'étais étonnée qu'elle me propose, mais j'ai commencé à le faire. Et c'est devenu habituel. Les consultations ne durent pas 5 ou 10 minutes, mais plutôt 40-45 minutes. Si j'ai besoin d'un rendez-vous toutes les semaines, elle trouve une place. Et même si j'envoie un message, elle répond. Si je suis en détresse, elle appelle. Si je suis en crise, elle me propose un rendez-vous le jour même ou le lendemain. Alors, tout en gardant un cadre, sinon ce serait pas sain, évidemment, mais elle est très présente et empathique, et je sais que je peux compter sur elle, et je ressens beaucoup de gratitude car je n'avais jamais vécu ça. Et cette dernière expérience va évidemment venir un peu nuancer mon avis et mon regard sur la psychiatrie, enfin plutôt sur les psychiatres, dans le sens où je vais me dire que tous les psychiatres ne sont pas des énormes merdes. Après, la façon dont fonctionne la psychiatrie et plus généralement la médecine, voilà, ça va pas, même si en son sein, il y a des personnes individuellement qui sont chouettes. Pour faire un petit bilan de tout ça, je reproche 2 choses principales aux psychiatres. D'une part, leur posture de domination condescendante et leur façon de ne pas avoir de considération pour le vécu du patient.
et leur refus d'informer le patient ou que celui-ci s'informe. On dirait qu'ils voient ça comme une menace, car ça diminuerait leur pouvoir, ce qui honnêtement craint en fait, parce qu'ils sont pas là pour être tout puissants face à quelqu'un sans ressources. Ils sont là pour aider et soigner normalement. On ne m'a jamais expliqué les médicaments qu'on me donnait, pour quelles raisons on me les donnait, les effets qu'ils pouvaient avoir. On m'a posé des diagnostics sans m'expliquer non plus de quoi il s'agissait. Et quand je me renseignais moi-même sur le trauma, la dissociation, etc., je sentais de l'irritation chez certains psychiatres, comme si je n'avais pas le droit à ces connaissances et à cette compréhension, comme si seuls eux avaient le droit de m'analyser et de me définir. Une autre critique que je peux faire n'est pas liée aux médecins en soi, mais plutôt à des manques de temps et de moyens, les rendez-vous trop courts et trop espacés, le manque d'investissement, le manque de suivi, etc. Les patients passent à la chaîne parce que les médecins sont débordés. En fait, ma psychiatre actuelle est la première que je vois dans un cadre libéral, mais avant, j'étais toujours dans des BAPU ou des CMP. Mais donc, cette critique-là correspond plutôt au milieu psychiatrique ou au milieu médical, plus qu'à une posture des médecins et des psychiatres qui, pour le coup, n'y peuvent pas grand-chose. Et malheureusement, vu les débats sur la sécurité sociale, vu l'état de l'hôpital public, vu l'état de tout en fait, je suis pas sûre que ça ira en s'arrangeant. Évidemment, une autre critique que je peux faire et que je n'ai pas abordée jusqu'ici, c'est le manque de formation des psychiatres sur le trauma et la dissociation. Ça va peut-être sembler orgueilleux, mais je le dis honnêtement en fait. Il y a de nombreuses fois où j'avais le sentiment de m'y connaître mieux qu'eux, parce que je m'étais énormément renseignée, contrairement à eux en fait. Si je ne parle pas des violences sexuelles, c'est parce que j'ai rien entendu de problématique de la part d'un ou d'une psychiatre. Alors j'en ai jamais parlé aux professionnels que j'ai vus qu'une fois. Et parmi les 5 qui m'ont suivi, j'en ai parlé à 3. Les 3 n'ont rien dit de particulièrement problématique. Mais il faut savoir que ça peut arriver. Je reçois beaucoup de témoignages terribles sur les réseaux, de propos contenus des psychologues et psychiatres à ce sujet, la plupart du temps des psychanalystes d'ailleurs. Après, comme je l'ai dit en introduction, il y a plein de formes de violence que je n'ai pas eu à vivre personnellement, y compris l'hospitalisation sous contrainte, dont je ne peux donc pas parler. Aujourd'hui, je pense que le milieu psychiatrique a ses propres problèmes, mais il en partage aussi, comme je l'ai dit depuis le début, avec tout le milieu médical dans son ensemble. La toute-puissance des médecins, leur tendance à abuser de leur pouvoir sur des personnes vulnérables ou vulnérabilisées, leur certitude de détenir la vérité, etc. Je reste très critique de ce milieu, mais, et c'est là où je serais sans doute pas assez radicale pour certaines personnes, je ne souhaite pas cette disparition totale. Plutôt une façon différente de considérer les patients, un travail qui serait plus collaboratif. Les psychiatres, grâce à leur recul et leur expertise, ont à apporter aux patients. Mais les patients ont autant à apporter aux psychiatres pour mieux comprendre les troubles, ce que ça fait de les vivre concrètement, ce qui peut aider, etc. Chacun devrait apporter son propre savoir, l'un théorique et l'autre expérientiel, et les deux devraient se nourrir sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre, dans une relation finalement qui serait beaucoup plus symétrique, même si, attention, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, une forme d'asymétrie va rester du fait même de la situation différente des deux personnes, c'est-à-dire un professionnel qui obligatoirement détient une forme de savoir et de pouvoir, et une personne qui, si elle demande de l'aide, d'emblée est fragilisée et est dans une situation de besoin. À côté de cela, le soin psychique ne devrait pas reposer uniquement dans les mains des psychiatres, ce qui commence déjà à changer un peu. Donc psychologues, infirmiers, infirmières, groupes de parole, pères aidants, les patients ont besoin de comprendre ce qu'ils vivent, qu'on leur donne une autonomie et un pouvoir sur leur vie. Globalement, le savoir et le soin ne devraient pas, dans tous les cas, être réservés à une infime minorité que sont les psychiatres, parce que, évidemment, ça engendre un manque de temps, de moyens et aussi des violences, parce que ça leur confère un pouvoir beaucoup trop grand. Et puis, rappelons-nous quand même l'histoire de la psychiatrie qui n'est pas très joyeuse ni très valorisante. La stigmatisation des femmes, la pathologisation de leurs émotions, notamment par exemple de la colère, la maltraitance exercée sur les patients, l'enfermement sous contrainte et souvent de façon définitive, le but n'étant pas de soigner ou de guérir ou d'aider les patients,
mais simplement de les exclure de la société parce qu'ils dérangent l'ordre établi. La façon aussi dont a été psychiatrisée, par exemple, l'homosexualité, dont l'est encore la transidentité. Enfin bref, tous les troubles extrêmement misogynes, la lobotomie, la camisole chimique, les patients attachés dans les lits, le manque d'humanité, la façon de considérer les malades comme des objets. Il y a des choses qui restent, même si ça évolue, et on ne peut pas faire l'impasse sur ce passé qui est dramatique et d'une violence absolue, où les médecins avaient tout pouvoir sur les malades, qui parfois n'étaient même pas malades, parce que c'était eux qui décidaient ce qui relevait d'une pathologie ou non. Et donc, une femme qui refusait de se plier aux contraintes sociales pouvait être considérée comme malade et donc être enfermée. Une personne qui avait une orientation sexuelle qui n'était pas l'hétérosexualité était considérée comme malade et pouvait aussi être enfermée. En fait, on volait tout à ces patients, on les maltraitait, on leur faisait prendre des bains glacés, on les lobotomisait pour qu'elles soient adaptées à la vie de mère au foyer et qu'elles ne se rebellent plus. Aujourd'hui, en hôpital psychiatrique, il y a quand même une tendance à gaver les patients de médicaments. J'ai moi-même pu l'expérimenter parce que quand je suis arrivée en hôpital psychiatrique, on m'a donné des médicaments hyper forts et vraiment, on me donnait un médicament. Dans les minutes qui suivaient, je commençais à avoir hyper flou et c'était comme si je m'évanouissais tellement ça m'endormait rapidement. Et toute la journée après, j'étais dans un état mais comateux, horrible et insupportable. Alors vraiment, il y avait les anxiolytiques, les antidépresseurs, les somnifères, les neuroleptiques. Enfin vraiment, ils te gavent de médoc, quoi. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution non plus. En tout cas, dans mon cas, je crois que c'était pas adapté, en fait. Mais bon, au bout de quelques jours, je leur avais dit que je pouvais plus prendre tout ça, que vraiment c'était trop, et ils m'avaient dit d'accord. Donc j'ai quand même eu mon mot à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on continue à nous priver de liberté, on continue à poser des cases sur nous. Et même si ça évolue, il y a quand même cette toute-puissance des médecins qui restent. Leur parole est vraiment performative dans le sens où si un médecin décide de te poser un diagnostic, d'emblée, tu as ce diagnostic collé à la peau pour le restant de tes jours. Et en réalité, les diagnostics sont assez arbitraires. Enfin, on voit bien que les manuels évoluent, que quand on consulte le DSM ou la CIM, qui sont deux classifications des diagnostics, et ben ces diagnostics et leurs critères ne sont pas tout à fait les mêmes, que c'est aussi une question de médicaments, et que selon le psychiatre qu'on voit, on peut ne même pas recevoir le même diagnostic en fait. Tout ça pose vraiment question. Et quelque chose que je reproche beaucoup à la psychiatrie en général, c'est de se concentrer sur les symptômes. C'est-à-dire, je sais pas moi, les hallucinations, les crises de colère, les comportements, et ne jamais s'interroger sur ce qui se passe dans l'esprit du patient, sur les origines de ces comportements, sur ce qui a pu les créer. Typiquement, de totalement mettre de côté la question du trauma, en fait. Alors que le nombre de patients traumatisés en psychiatrie est monumental. Et je trouve ça hyper injuste de juste psychiatriser des gens, pour la grande majorité traumatisés, sans jamais prendre en compte les facteurs sociaux, environnementaux qui ont causé ces troubles-là. Parce que une phrase que j'aime bien quand on parle du trauma, c'est les conséquences du trauma sont des réactions normales à des événements anormaux, en fait. Et ce qui n'était pas normal, c'était de subir des violences, c'était de détraquer notre cerveau. Mais n'importe qui développerait des troubles psychiques, pas forcément les mêmes, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, mais n'importe qui développerait des troubles psychiques en vivant des traumas aussi graves. Et donc c'est injuste de tout remettre sur la personne, en fait. Bon, bref, ça c'est toutes mes réflexions sur le sujet, mais je trouve qu'il y a encore énormément de problèmes en psychiatrie, qu'il y a toute l'histoire et tout le passé qui traîne là derrière, qu'il y a plein de résidus plus ou moins grands qui prennent plus ou moins de place dans la façon de considérer les patients et de les traiter aujourd'hui, et qu'il y a vraiment énormément de choses à changer. À commencer par le fait de faire descendre, et c'est nous qui les ferons descendre s'il le faut, si eux le veulent pas par eux-mêmes, mais faire descendre les psychiatres de leur piédestal insupportable. Ce ne sont pas des dieux, ils n'ont pas tout pouvoir sur les patients. Ils n'ont pas à décider de leur vie, de leur mort, et à un moment donné, oui, il faut redescendre en fait.
C'est pas parce qu'on a fait 10 ans d'études qu'on peut se comporter comme la plus grosse des merdes envers des personnes fragilisées qui ont déjà subi des violences et qui n'ont vraiment pas besoin d'en subir de nouveau dans le milieu psychiatrique. Donc par pitié, les psychiatres, les médecins, ayez de la considération pour les personnes que vous suivez qui sont en fait pas moins humains que vous, qui n'ont peut-être pas les mêmes spécialités et les mêmes domaines d'expertise que vous, mais qui ont eu une forme d'expertise vis-à-vis de ce qu'ils vivent et qui n'ont pas moins de valeur que vous en tant qu'être humain. Et justement, il y a le CN2R, Centre national de ressources et de résilience, qui a l'air d'essayer de prendre en compte justement le point de vue des personnes concernées par les traumatismes et plus généralement par les troubles psychiques. J'avais d'ailleurs participé à la création de 2 fiches, une sur le trouble dissociatif de l'identité et son lien avec les traumas, et une sur le trouble borderline et son lien avec les traumas. Et j'avais pu constater que sur les autres fiches, ils avaient aussi fait appel à des personnes concernées par les troubles. Et je viens d'y penser parce que justement, hier, je suis tombée sur un article écrit par des membres du CN2R, si j'ai bien compris, qui s'intitule « Du savoir expérientiel au partenariat, l'alliance des savoirs » et qui parle justement de cette ambition de mêler savoir théorique, savoir expérientiel. Je vous lis le résumé, je mettrai la source dans la description de l'épisode. Le savoir expérientiel des personnes vivant avec un trouble psychiatrique, longtemps marginalisé, s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel pour transformer les pratiques en santé mentale. À travers une analyse conceptuelle et phénoménologique, cet article explore sa construction et son articulation avec les savoirs des professionnels. En s'appuyant sur les notions de réceptivité et d'accordage, il partage le cheminement par lequel une expérience individuelle peut devenir un savoir pour le collectif, impliquant un travail réflexif, narratif et collaboratif. Enfin, il interroge les conditions d'un partenariat authentique, ancré dans la reconnaissance mutuelle et le dialogue, afin de promouvoir une approche pluraliste des défis complexes de la santé mentale. Voilà, donc en fait, j'avais déjà enregistré l'épisode avant de découvrir ce texte. Et là, j'enregistre après le montage pour ajouter ça à l'épisode parce que ça correspond justement à ce dont je parlais. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a déjà des recherches et des écrits sur la question. Donc merci au CN2R et aux autrices du texte. En fait, j'ai peur de mal prononcer les noms, donc je les indiquerai dans la description de l'épisode aussi. En conclusion, ce qu'il faudrait, c'est évidemment plus de temps et de moyens, des médecins qui descendent de leur piédestal, des formations sur certains sujets qui restent délaissés, à commencer par le trauma, des alternatives aux hospitalisations sous contrainte, un renforcement du soutien social et de la paire aidance, des groupes de parole et de soutien entre personnes concernées, tout un environnement qui permette aux personnes souffrant de troubles psychiques de se sentir entourées et en sécurité. Un environnement qui diminuerait aussi le pouvoir des médecins, en particulier des psychiatres. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.